Bonsoir à tous et bienvenue à Ozon. Donc, quand Louis m'a demandé de faire ce festival à Ozon, bien sûr que j'ai dit oui, parce que Ozon, c'est quand même de l'histoire. L'histoire, on en parle depuis longtemps. C'est un village notre village était 13e plus belle ville d'Auvergne. Bonne ville d'Auvergne, on va dire. Donc l'histoire, là, on sait ce que c'est. Donc quand on en parlait à Ozon, c'est ce qu'il y avait de mieux. Donc du coup, aujourd'hui, on va aborder le terme de la mine parce que la mine, c'est quand même Ozon et dans le bassin, puisqu'il y a des gens du bassin, c'est quand même ce qui a fait vivre pendant des années. Ozon, ça avait une particularité, c'était que c'était des ouvriers paysans. Donc les hommes allaient à la mine et comme ils faisaient les postes, l'après-midi, ils s'occupaient aussi des bêtes et de leurs champs. Donc c'est tout ça qu'on va parler. Mais Ozon, c'est aussi, puisque tout au long de cette semaine, de ces 3 jours, on va parler d'histoire. C'est l'histoire de la résistance. La résistance, nous, dernièrement, nous avons honoré une personnalité qui est Clovis Noir. Donc la résistance, on y tient aussi. Mais c'est aussi tout ce qui est départemental, puisque il faut le rappeler, c'est pas seulement Ozon qu'on va parler, mais c'est toute l'histoire du département, des environs de Brioude jusqu'à tout le département. Ouais. Donc, ce que je vais vous dire, je vais vous laisser regarder ce débat. C'est pas un débat, c'est une table ronde. Voilà. Je vais quand même donner la parole à Nadine, parce que quand même, si tout ce que vous voyez ici, c'est Nadine et Loïs. Donc Loïs, c'est le président de la commune. Ah, c'est le président, oui. Excusez-moi, président, il est là-bas. C'est le médiateur d'Ozon Communauté, parce qu'Ozon Communauté est partie prenante dans ce projet. Le spectacle de ce soir est entièrement financé par Ozon Communauté, qui s'investit énormément dans tout ce qui est culturel. Donc je vais laisser la parole à Louis et à Nadine, puisque c'est les 2 acteurs principaux de cette manifestation. Merci beaucoup Jean. Eh bien bonsoir à tous. Bienvenue pour cette introduction à la 2e édition du festival Altistoria. Donc l'année dernière, le premier festival qui a mis bien 1 an et demi avant de voir le jour. Il a été organisé à Yssingeaux. Comme le disait Jean tout à l'heure, la 2e édition ensuite a vu le jour ici, à Ozon. Parce que c'est une ville très chargée d'histoire, c'est un joyau patrimonial, donc nous ça avait du sens de l'organiser ici. Et puis on a eu la chance d'être très bien accueillis, tant par les associations que les élus pour pouvoir organiser ça. Ce soir, donc, on commence par un thème qui est très cher à votre région, qui est l'histoire des mineurs, puisque on est sur une ancienne zone minière, un ancien bassin minier, et pendant des décennies, cette vie des mineurs a structuré la vie des gens localement. On a donc juste derrière vous un espace restauration, aussi je le précise pour tout à l'heure, puisque la table ronde va durer environ 50 minutes. Ensuite on aura une pause repas et juste après, derrière nous, on a le collectif des Herbes Folles qui a pris ses marques pour vous pour vous livrer un très beau spectacle qui est basé sur les témoignages des anciens mineurs d'antan. Voilà. Et donc c'est un très très beau spectacle qui est très axé notamment sur tout ce qui est sonore. Vous allez entendre de vrais témoignages de personnes qui ont vécu dans les mines, qui ont vécu les mines. Voilà, Nadine, je pense que tu peux peut-être nous parler du déroulé de cette table ronde et notamment du thème. Voilà. Alors le thème a déjà été cité, c'est la mine. L'exploitation du charbon a marqué pendant de nombreuses années ce territoire. De ce passé économique, il reste des bâtiments, des noms de lieux, des chevalements, un musée, des associations, des récits, des histoires de famille. Ce passé est toujours présent dans la mémoire de nombreux habitants du territoire. Ce soir, nous recevons 2 intervenants qui vont vous expliquer l'histoire de la mine dans notre bassin. Nous apprendrons comment se sont formés les bassins houillers, comment s'est développée l'exploitation du charbon. Nous découvrirons ensuite comment la vie quotidienne des mineurs a été organisée par les compagnies d'exploitation de charbon. Nous terminerons sur les dangers de la mine. Je vais me rapprocher vers notre première invitée.
qui est à ma gauche, Chloé Pastourel, doctorante en 5e année à l'Université Clermont-Auvergne UCA et membre du Centre d'Histoire, Espace et Culture CHEC. Ses recherches portent sur la philanthropie américaine et la protection de l'enfance en France durant et dans l'immédiat après la Première Guerre mondiale. Parallèlement à son travail de thèse, elle enseigne dans le second degré. Et sur ma droite, vous avez Timothée Lost. Donc Timothée, tu as 25 ans, tu es passionné de géologie, membre du groupe géologique de la Haute-Loire. Tu as étudié les sciences de la Terre à l'Université de Clermont-Auvergne avant de partir en master d'histoire des sciences, des techniques et des savoirs à l'école des hautes études en sciences sociales à Aubervilliers. Tu as soutenu un mémoire de recherche à propos de la persistance dans le temps long d'un cas de supercherie scientifique, l'homme fossile de la Denise, en analysant plus particulièrement les rapports entre érudits locaux et la communauté scientifique. Et tu as terminé tes études en obtenant un BTSA, viticulture œnologie, à l'Institut Agro, et tu te consacres désormais, depuis, à la culture de la vigne. Voilà. Tout à fait. Alors, pour ouvrir cette table ronde, on a pensé à aborder dans un premier temps les bassins houillers. Comment est-ce que ces bassins se sont formés sur la région ? Alors, pour comprendre la formation d'un bassin houiller, il va falloir faire un exercice d'imagination. Puisqu'on va modifier l'espace et on va voyager dans le temps. Alors, il faut s'imaginer que notre actuel massif central, tel qu'on le connaît aujourd'hui, il y a fort longtemps, donc on va remonter il y a 400 millions d'années, au tout début d'une époque qu'on appelle en géologie le Dévonien. Ce massif central n'existe pas encore, puisque à la place, il y a un océan qui sépare deux continents, qu'on appelle le Laurussia au nord et le Gondwana au sud. Et ces deux continents vont se rapprocher sous l'effet de la tectonique des plaques et des mouvements qui animent l'intérieur de notre planète Terre. Ils vont se rapprocher tout au cours de cette période du Dévonien jusqu'à finir par tout simplement rentrer l'un dans l'autre et donc former une chaîne de montagnes. C'est exactement similaire, si vous voulez, à l'actuel Himalaya, l'Inde étant rentrée au sein du continent eurasiatique. Alors, cet océan du Massif central s'est refermé, une chaîne de montagnes s'est créée, et donc on avait des reliefs très importants qui culminaient à plus de 5000 mètres d'altitude. Et il faut savoir que si on était à 5000 mètres d'altitude, l'actuel Massif central, finalement, se trouvait aussi au niveau de l'équateur. Nous n'étions pas sous les mêmes latitudes. Et donc dans ce contexte-là, on va distinguer deux types de bassins sédimentaires, donc deux bassins qu'on dit houillers, des bassins dits paraliques. Alors ce sont typiquement les bassins du nord de la France dans lesquels il y a énormément de charbon. Alors pourquoi ? Ces bassins paraliques se sont formés en milieu côtier, à proximité directe de la mer, alors que les bassins dits limniques, comme les bassins qu'on trouve dans le Massif central ou à la périphérie du Massif central, comme par exemple à Decazeville ou encore à proximité ici d'Ozon, donc dans la localité de Brassac-les-Mines, sont des bassins plus petits qui étaient des bassins d'altitude, si vous voulez, des bassins comme on retrouve aujourd'hui dans le plateau, par exemple, du Haut-Tibet. Et dans ces bassins, s'est succédé une série d'événements sédimentaires où on avait une succession d'événements avec une sédimentation détritique, c'est-à-dire essentiellement du sable, des galets qui vont être à l'origine de la formation de ce qu'on appelle les grès, donc une roche qui est plutôt claire, et puis qui vont alterner avec les fameuses couches de charbon qui sont issues de l'accumulation de végétaux et plus particulièrement des restes de la forêt carbonifère, une forêt luxuriante avec des lépidodendrons, des sigillés, donc ce sont des arbres gigantesques qui ont aujourd'hui disparu, et puis l'équivalent de fougères ou encore de prêles géantes aussi. Et même la faune avait une certaine tendance au gigantisme. On avait des libellules géantes, des mille-pattes qui pouvaient faire jusqu'à 2 mètres. Et toute cette végétation a en fait entraîné un important stockage de carbone, qui explique d'ailleurs le refroidissement du climat à la fin du Carbonifère. Et il faut savoir que les gisements de charbon sont datés de cette période et qu'on en retrouve peu finalement après la période du Carbonifère, car à cette époque apparaissent des champignons xylophages qui vont commencer à pouvoir dégrader les végétaux. Et donc on aura moins de charbon conservé dans les couches géologiques par la suite.
Il y a combien de temps à peu près, ce charbon? Donc la formation du charbon, c'est il y a environ 300 millions d'années. Voilà. Alors justement, au niveau du charbon, puisque ici c'était principalement des mines d'extraction de charbon, quels sont les différents usages du charbon? Alors le charbon a servi à beaucoup de choses. Il faut savoir tout d'abord que quand on pense charbon et usage du charbon, il nous vient tout de suite en tête la révolution industrielle et bien entendu la machine à vapeur. Le charbon est principalement utilisé donc comme combustible tout simplement. Combustible qui va servir dans les usines, les industries, qui va également servir à alimenter les trains, donc les moyens de locomotion. Mais on peut distinguer ces différents usages, c'est-à-dire qu'ici, localement, on a beaucoup utilisé le charbon en tant que combustible, par exemple pour alimenter des verreries, puisque dès 1735, on note l'arrivée de la verrerie d'une manufacture royale dans les environs, et donc on utilise tout simplement le charbon pour fabriquer du verre, pour faire fondre le sable, et donc générer ce verre. On va également l'utiliser pour les fours à chaud, puisque dans les Limagnes de la région, donc en allant du côté de Clermont-Ferrand, on a de plus en plus de matériaux calcaires. Et pour transformer ce calcaire en chaux, il va falloir le chauffer. Et donc tout simplement, on a besoin de charbon pour effectuer ces transformations-là. Donc aussi bien dans les moyens de transport que dans la création de matériaux de construction ou de matériaux utilisés pour la vie courante. D'ailleurs, le charbon est très utilisé au sein des foyers, donc à un usage domestique, typiquement pour se chauffer principalement. Et on doit aussi noter plusieurs usages du charbon qui vont être professionnels, puisqu'on a des charbons spéciaux qui sont créés pour les boulangers. Les charbons sont également utilisés par les forgerons et donc vont servir à différents. Ce charbon va servir aux artisans aussi bien qu'aux particuliers. Et puis, il ne faut pas oublier que plus tardivement, bien sûr, cette révolution industrielle initiale qui utilise principalement le charbon va d'une certaine manière se poursuivre avec l'arrivée de l'électricité et on va produire de l'électricité à partir de la combustion du charbon. Donc ce charbon, finalement, en tant qu'énergie primaire, va permettre la création d'électricité par la suite. Et en 1951, on a à proximité de la Top une usine qui fabrique de l'électricité à partir du charbon. Enfin, on utilise le charbon dans la sidérurgie également, puisqu'on s'en sert en tant qu'on le transforme pour obtenir le fameux coke. Et on va l'utiliser pour faire tout ce qui est, par exemple, la fonte qui est un alliage de fer et de carbone, et bien entendu la fabrication des aciers. Donc ce charbon, au-delà de ce simple usage en locomotion et en tant que combustible, a des usages très, très variés. Nous allons continuer cette table ronde et je vais me tourner vers Chloé Pastourel en lui demandant, derrière l'exploitation industrielle, il y a des hommes, des femmes, des enfants. Comment les compagnies exploitant le charbon ont organisé la vie quotidienne des mineurs, notamment dans notre région? Alors juste pour revenir aussi un tout petit peu sur l'exploitation du charbon, il faut savoir qu'en Auvergne et surtout dans notre bassin, on commence à avoir les premières archives dès 1400. En fait, les forgerons utilisaient le charbon qu'ils trouvaient à même le sol pour notamment créer des ustensiles agricoles. Donc on est au départ vraiment dans une exploitation plutôt désordonnée, complètement artisanale. Et c'est vraiment au fin 19e siècle qu'on voit une exploitation avec une industrialisation beaucoup plus forte. Pourquoi au 19e siècle on a vraiment une industrialisation dans notre région? Par deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'on a des concessions, c'est-à-dire que ce ne sont plus que des petits propriétaires, mais vraiment des grosses compagnies qui viennent exploiter nos propres mines et qui vont installer les premières machines à vapeur pour justement pas simplement solliciter la force humaine ou la force animale avec les chevaux. On arrivait à un rendement à peu près à 18 000 tonnes avant l'arrivée de l'industrialisation, et avec l'industrialisation, on va tripler les rendements, donc ce qui n'est quand même pas négligeable. Les concessions ou ces grandes compagnies, elles ont besoin d'argent pour acheter notamment toutes les machines à vapeur, mais elles vont aussi construire des puits de plus en plus profonds. Elles vont mobiliser aussi de plus en plus d'ouvriers. Au départ, on avait du mal à chiffrer, et avec l'arrivée des compagnies, on pense qu'au fond, on compte environ 120 mineurs au fond des mines et un peu plus de 80 qui travaillent en surface, donc à l'extérieur des puits. Donc on voit de plus en plus une main-d'œuvre aussi de plus en plus importante, mais le deuxième phénomène qui permet l'industrialisation, c'est surtout l'arrivée du chemin de fer.
En fait, au début, dans la première moitié du 19e siècle, on a la ligne de chemin de fer qui va traverser la France de Paris à Nîmes et donc qui va permettre aux mines de notre région de pouvoir exploiter plus, mais surtout vendre beaucoup plus leur rendement, leur charbon. Il va aller aussi bien en région parisienne, dans le sud de la France, mais aussi centre-ouest. Donc ça va vraiment modifier à partir de ce moment-là les paysages. Certes, les puits des mines vont apparaître. Encore un tout petit peu. On voit notamment avec les cartes postales, le médium le plus utilisé 19e, 20e siècle, que la mine est très importante et va vraiment cristalliser l'image que l'on a notamment de l'Auvergne et de la Haute-Loire. Et au fur et à mesure, on voit aussi des zones qui étaient complètement isolées du reste du territoire vont vraiment s'ouvrir vers l'extérieur et on voit aussi des villes qui vont de plus en plus s'urbaniser. Avec notamment l'émergence des logements, comme on le voit encore aujourd'hui dans notre héritage quand on va à la Combelle par exemple, à Frugères-les-Mines, on a donc des logements qui sont au début du XXe siècle totalement insalubres, les conditions de travail sont extrêmement difficiles, ils vivent dans des logements aussi qui sont dans un état d'insalubrité considérable, mais au début du XXe siècle, les autorités politiques, que ce soit locales ou nationales, ne prennent pas forcément l'envergure de l'insalubrité et l'importance que ça peut avoir sur leur main-d'œuvre. Il faut vraiment attendre la Première Guerre mondiale pour qu'on prenne conscience que l'insalubrité a vraiment des conséquences sur la main-d'œuvre pour voir un changement de la part des autorités politiques. C'est vraiment à partir de l'entre-deux-guerres qu'on voit des constructions de logements individuels. Alors certes, ils ne sont pas connectés à l'eau courante, ils n'ont pas de sanitaire. Il faut attendre vraiment la nationalisation des mines après la Seconde Guerre mondiale pour qu'on voit des logements avec un petit peu plus de confort. Pourquoi les autorités politiques ont pris conscience de l'importance d'avoir des logements sains pour les ouvriers et notamment les mineurs? C'est tout simplement parce que la France et notamment l'Auvergne a un triste taux de mortalité concernant la tuberculose. Et d'où vient la tuberculose? C'est en grande partie aussi à cause de l'insalubrité. Concernant le quotidien, je voulais juste qu'on lise une archive donc de 1916 pour vraiment prendre conscience du quotidien de ces mineurs, notamment de leur vie alimentaire, de leur vie sociale. Et donc je laisse la parole à Erwan. Une enquête de 1916 du service des mines en vue de créer une coopérative de consommation dans le bassin minier de Brassac est significative sur la vie des mineurs de fond. L'alimentation, à part le pain et les sardines, provient de sa production naturelle qu'il cultive après son travail de mineur. On note aussi l'élevage du cochon familial et on mange du pain, du salé et des saucisses, du jambon, du fromage, des œufs durs, des sardines à l'huile, des légumes chauds et froids en salade, des pommes, des pêches de vigne et la boisson et du vin de sa vigne. Les habitudes locales sont les suivantes. L'ouvrier du poste de jour, en rentrant du travail, mange la soupe, puis fait un repas principal vers 20h. C'est sur ce repas du soir que sera prélevé le contenu de la musette pour la descente du lendemain. C'est au casse-croûte matinal que l'ouvrier consomme l'essentiel de cette musette. Au repos de midi, il finit ce qu'il en a réservé. D'autres se contenteront d'un coup de rouge. Le repas du mineur, lors de la pause repas, est plutôt un casse-croûte composé d'une boîte de conserve, de charcuterie, d'œufs durs, de fromage et d'un fruit, accompagné d'eau ou de café. Si le mineur, comme beaucoup de travailleurs physiques, est en surface un assez grand consommateur de vin, au fond de la mine, la chaleur et la poussière rendent peu agréables et peu désaltérantes les rasades de vin pur. La nourriture est gardée dans un sac ou une musette de toile protégée des rats très nombreux, en la suspendant à un fil de fer accroché par un clou au toit de la galerie. Les rats sont les auxiliaires de la sécurité du mineur car leur agitation inhabituelle avertit d'un danger de gaz. La veille de la Sainte-Barbe, patronne des mineurs, on arrête le travail à l'heure du pain et on fait la fête. Donc là, on voit bien à partir de cette archive de 1916, et il faut le rappeler que surtout dans notre région,
75% du salaire des mineurs vont dans leur alimentation. Et on a une alimentation qui est très différente de l'alimentation qu'on connaît aujourd'hui. Les mineurs, au début du XXe siècle, consomment 3 kg de pain par jour et ils consomment seulement 4 kg de viande par mois. Donc on n'est pas du tout dans la même alimentation qu'aujourd'hui. Et c'était quand même important de le souligner. Et on voit à la fin de l'archive aussi l'importance de la sociabilité autour de la fête de la Sainte-Barbe qui a lieu aux alentours du 4 décembre. C'est donc un jour chômé pour les mineurs. C'est aussi un moment au départ voulu par les compagnies mais aussi par le clergé. Donc c'était un objectif simple, c'était d'organiser une sorte de procession près de la mine où on pouvait se rassembler. C'était aussi un moment où le patron pouvait offrir des récompenses. On avait la présence aussi des autorités locales et au fur et à mesure, on voit que les mineurs se détournent finalement du clergé, de la procession, veulent plutôt organiser des grands banquets, des grandes fêtes, ce qui est largement critiqué par le clergé. Vous pensez bien, les ouvriers manquent de moralité s'ils s'éloignent un peu trop de l'église. Et donc, on voit comment aussi, à partir de la Sainte-Barbe en fait, c'est vraiment pour l'équivalent pour les métallurgistes de Saint-Éloi, vraiment l'emblème de protection. Et en tout cas, c'est important parce que c'est aussi un moment convivial. Ça permet de construire une identité, l'identité des mineurs, et c'est également un événement qui marque la sociabilité pour eux et une forte solidarité entre les mineurs. Ça, c'est quand même aussi important de le rappeler. Merci Chloé. C'était très complet. Alors tu as un peu touché à l'élément qui suit pour la prochaine question, à savoir le niveau économique, enfin l'impact au niveau économique. Je voulais juste rappeler qu'on est en direct de Radio Haute-Loire, là quand on parle. Voilà, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. Et donc je remercie beaucoup Cédric, qui est le responsable d'antenne de la radio, qui est dans les coulisses là-bas, là, et qui retransmet la conférence devant vous, mais aussi sur les ondes de Radio Haute-Loire. Timothée, depuis quand est-ce qu'on utilise ce charbon concrètement et quel a été son impact au niveau économique sur le territoire ? Alors, comme l'a dit Chloé tout à l'heure, cette exploitation du charbon a commencé assez tôt. Elle commence déjà au Moyen-Âge, mais il faut bien se rendre compte qu'elle n'a rien à voir avec, ici aussi, l'imaginaire qu'on a de la mine. C'est-à-dire que c'est une exploitation qui se fait de manière en général individuelle et surtout superficielle. C'est-à-dire qu'on ne creuse pas encore de galeries pour aller chercher le charbon. Alors, l'autre élément qui est à prendre en compte et qui est très important, c'est qu'au Moyen-Âge, on utilise avant toute chose la forêt. C'est-à-dire qu'on va se mettre à utiliser le charbon, à exploiter le charbon quand la ressource forestière va être quasiment complètement épuisée. C'est cet épuisement de la forêt qui, couplé à une forte demande en énergie, va entraîner l'exploitation du charbon de manière plus industrielle. Et donc on va vraiment commencer, on retrouve ça dans des registres d'impôts, à exploiter le charbon de manière souterraine en creusant des galeries dès le XVIIe siècle. Alors au début on commence à creuser et en creusant des problèmes vont arriver. On verra tout à l'heure les questions d'ingénierie, mais on va commencer à trouver de l'eau et cette présence d'eau va être problématique pour la suite de l'exploitation. Mais petit à petit, au cours donc du XVIIIe siècle, les Lumières arrivent, on développe bien entendu toutes les questions liées à la production et d'une certaine manière on préfigure déjà le 19e siècle. Donc typiquement un exemple très connu de Diderot et d'Alembert dans l'encyclopédie, on commence déjà à s'intéresser à ces choses-là et des petites sociétés, des concessions vont être ouvertes, des petites sociétés vont se créer, vont voir le jour et on va commencer déjà à employer plusieurs personnes. Alors dans les années 1736, on a un exemple où on emploie, on va dire une quarantaine de personnes et on commence déjà à creuser des puits à des profondeurs qui vont de 25 à 75 mètres. Donc on est au tout début de l'histoire de la mine. Alors ces sociétés vont devenir de plus en plus grosses. Elles vont, les dirigeants vont s'associer, vont mettre davantage de capitaux puisque l'affaire commence à rapporter. Mais dans ces années-là, en 1736, on exploite on sort des mines qu'environ 3000 tonnes par an.
Donc si on compare aux résultats des années qui vont suivre et des siècles qui vont suivre, on est vraiment au tout début. Et petit à petit, la mine va grandir, ces sociétés vont grandir, la vie va s'organiser. Et elle va s'organiser aussi grâce finalement à un axe de communication qui est important à cette époque, qui est ni plus ni moins la vallée de l'Allier. Parce que on a établi déjà depuis les années 1600 un canal pour relier l'Allier à la Seine. Et donc ce charbon va être transporté, et notamment grâce à tout le système que l'on dénomme la batellerie, va être transporté jusqu'à Paris. On va construire des bateaux avec le bois issu des forêts environnantes. Ces bateaux vont permettre le transport du charbon, mais pas seulement, le transport également de boissons, comme par exemple le vin ou encore les limonades, et puis le transport bien entendu de notre charbon ou encore du chanvre, puisqu'on avait une culture importante du chanvre pour fabriquer notamment des cordages. Et ces bateaux arrivés à Paris seront démontés et le bois constituant les bateaux est vendu directement sur place. Et donc toute une économie va se développer, et c'est les fameux bougnats de Paris qui vont être très, très célèbres à Paris et qui vont ouvrir des cafés, donc les fameux cafés charbon. Et donc toute cette économie, bien sûr, se développe localement, mais également ailleurs, et notamment au niveau de la capitale. Alors on va poursuivre le développement de la mine. En 1835, on est à peu près à 6000 tonnes de charbon par an, et on emploie plusieurs centaines de personnes. Et c'est surtout au 19e siècle que la production va s'intensifier, puisque en 1929, au Puy-Bayard, on emploie plusieurs milliers de personnes et on sort jusqu'à 100 000 tonnes de charbon par an. Donc cette production s'envole. Dès 1913-1915, on commence à voir les premiers chevalements qui vont arriver. Ces chevalements sont aujourd'hui dans le paysage, attirent notre attention, mais il faut bien s'imaginer que voilà, la mine dans les années 1800, on n'a pas à la mine dans les années 1800, on n'a pas de chevalement. Ces chevalements apparaissent qu'au début du XXe siècle. La Deuxième Guerre mondiale va entraîner une petite baisse d'activité au niveau des mines, et dès 1946, on nationalise ces mines. L'ensemble des sociétés de la région vont fusionner, et ces mines vont fermer en 1978. Alors il faut bien s'imaginer aussi qu'autour de cet univers de la mine, il y a tout un tas de métiers qui vont être utiles, puisque la mine en tant que telle a besoin du maréchal ferrant, a besoin de charpentiers, on a besoin de palefreniers pour s'occuper des chevaux. Donc il y a toute une myriade de métiers qui vient s'inscrire et s'accoler à l'activité minière. Donc dans la région, toutes ces professions vont également être boostées grâce à l'activité minière. Voilà. Extraire du charbon demande des techniques différentes. C'est le rôle de l'ingénierie. Peux-tu nous expliquer en quoi consiste cette ingénierie pour l'extraction du charbon ? Donc, on a vu tous ces métiers qui gravitaient autour de la mine. Il faut s'imaginer aussi, et c'est ce dont je parlais tout à l'heure, que commencer à creuser le sous-sol, exploiter le sous-sol, nous amène très rapidement à buter sur des problèmes. Et donc, le premier problème que les mineurs ont rencontré au XVIIe siècle, c'est le problème des venues d'eau, puisqu'il a fallu développer tout simplement des systèmes de pompage pour mettre à sec certaines galeries et pouvoir les exploiter facilement. Donc, de nombreux ingénieurs vont étudier la question pour développer ces systèmes de pompage, et plus on va commencer à creuser, plus on va avoir des problèmes pour respirer, mais également des problèmes de température parce qu'il va faire chaud. Et donc, il va falloir développer tout simplement des systèmes d'aération et de ventilation. Et il n'est pas rare, au cours de l'exploitation minière, qu'on utilise d'anciennes galeries et d'anciens puits, donc qui jadis étaient utilisés pour l'exploitation, qu'on a relié ces puits et les galeries associées aux galeries en exploitation afin d'alimenter, d'utiliser ces systèmes, ces puits, ces anciens puits, comme système d'aération et comme système d'entrée d'air dans la mine. Les ingénieurs sont très importants aussi parce que tout au cours du 19e siècle, la géologie va se développer, et notamment grâce à l'exploitation des ressources, alors que ce soit le charbon, mais que ce soit le kaolin par exemple du côté de Limoges, ou encore la potasse du côté de l'Alsace. Toutes les exploitations qui ont lieu vont alimenter le savoir géologique.
Et ce savoir géologique, il consiste principalement en la réalisation de cartes. On va cartographier le territoire pour définir les ressources, pour quantifier ces ressources. Et le travail des ingénieurs consiste principalement en la description de ces couches géologiques. Donc on va étudier leur épaisseur, leur inclinaison, comprendre la structure des bassins sédimentaires, l'orientation des fractures et ainsi guider davantage l'exploitation. Et on va aussi s'intéresser à la qualité du charbon. C'est quelque chose qui est très important puisque le charbon peut être très qualitatif, contenir beaucoup de carbone, c'est l'anthracite. La houille contient à peu près 70%, donc un petit peu moins de carbone que l'anthracite qui est plutôt aux environs de 90%. Et puis on peut tomber dans des charbons beaucoup moins riches en carbone. On arrive jusqu'à la tourbe qui contient à peu près 50% de carbone. Alors cette qualité des charbons est essentielle et est liée bien entendu aux usages qu'on va avoir de ces charbons. Les ingénieurs vont également développer toutes les infrastructures qui tournent autour de la mine. Il va falloir des ingénieurs en charpente métallique pour construire ces chevalements, pour gérer aussi tout ce qui est infrastructure de concassage, de tri, de nettoyage et de transport de charbon. On a un exemple ici à Ozon où on avait un téléphérique qui était utilisé pour transporter le charbon, notamment en direction de la gare de Brassac-les-Mines. Donc ces ingénieurs ont joué un rôle capital pendant l'exploitation des mines et ils ont encore été appelés même après l'exploitation des mines puisqu'il y a finalement beaucoup de problèmes à gérer après cette exploitation. C'est tout ce qu'on appelle l'après-mine et notamment des risques d'effondrement. Le risque d'effondrement tout simplement d'anciennes galeries et également des risques parfois de combustion interne. On a des exemples donc bien sûr de combustion interne de terrils mais également de galeries. C'est typiquement le cas dans le bassin de Saint-Étienne. Alors ici je ne sais pas s'il y a des exemples, mais il a fallu bien entendu réfléchir à cette après-mine et finalement la gestion de ces mines, même après leur exploitation, est une question qui préoccupe encore les géologues et les ingénieurs géologues. Alors, pour faire fonctionner les mines, on a besoin d'hommes et de femmes, peut-être même d'enfants d'ailleurs. Et cette question est pour toi, Chloé. Qui étaient les mineurs de notre région ? D'où venaient-ils ? Alors au départ, et on l'a très bien évoqué au début de la table ronde, on a affaire à plutôt des mineurs paysans. J'y reviendrai par la suite, mais en tout cas, au départ, c'est vraiment une main-d'œuvre locale. Et puis, la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre, elle va quand même bouleverser complètement l'économie et la société française, puisque les hommes, en 1914, sont mobilisés, donc ils doivent quitter la mine, et les femmes n'ont pas le droit de travailler dans les puits, donc au fond, depuis 1874. Et donc, on va faire appel au départ à des travailleurs, des prisonniers de guerre, notamment allemands et polonais. Et la grande difficulté, c'est qu'ils n'arrivent pas à travailler efficacement dans nos mines parce que les puits sont trop profonds et le charbon n'est pas le même charbon qu'ils pouvaient connaître. Et puis certains n'étaient pas du tout mineurs. Donc, ils n'arrivaient pas à extraire le charbon efficacement. On pensait faire appel aux réfugiés aussi pendant la Première Guerre mondiale, ceux qui sont dans le nord de la France, souvent des mineurs, donc ils sont habitués à descendre dans les puits. Finalement, là aussi, c'est un échec puisque ces réfugiés ne sont pas habitués, n'arrivent pas à extraire le charbon de manière efficace. En tout cas, à partir du moment où on est dans la Grande Guerre, on voit l'apparition d'une main-d'œuvre de plus en plus étrangère. Puisqu'on retrouve dans les archives toujours la dénomination jusqu'au milieu des années 20 de prisonniers de guerre polonais qui vont rester dans notre région, travailler, même s'ils ne sont plus du tout prisonniers de guerre au milieu des années 20, mais ils gardent quand même cette dénomination. On voit aussi, au même moment de l'industrialisation, se mettre en parallèle un réseau de recruteurs qui vont dans les pays frontaliers, donc en Italie, en Espagne, recruter des hommes, surtout jeunes. Donc comment ça fonctionne ? C'est que souvent les recruteurs sont d'une commune, font appel aux prêtres de la commune, notamment en Italie du Nord. Ces prêtres vont essayer de convaincre la population et surtout ces jeunes hommes de partir en France pour travailler notamment dans les mines, pour les hommes et pour les femmes de travailler plutôt dans le bassin lyonnais, dans le textile. Donc on voit comment se met en place ces réseaux et comment les étrangers, enfin les Italiens arrivent, et même les Espagnols arrivent dès l'entre-deux-guerres dans notre région à nous.
Il représente à la fin des années 30 plus de 40% de la population de la Haute-Loire et surtout on voit qu'il y a quand même une hiérarchie qui se met en place parce qu'ils font souvent les travaux les plus dangereux et n'ont pas le droit aussi à mener des actions politiques au départ. Et au fur et à mesure, on voit qu'il y a des syndicats de Polonais qui défilent aux côtés de la CGT, donc on voit comment ils s'organisent. En tout cas, il y a quand même, il faut le dire, dans notre région, peu de tensions avec la main-d'œuvre étrangère par rapport à Lyon ou au nord de la France où c'est totalement différent. Et donc, il va y avoir une communauté qui va vraiment se construire avec ces mineurs venus de l'étranger. Et en tout cas, au départ, ils devaient venir seulement 3 ans, 10 ans. Et finalement, ils vont rester durablement sur le territoire. Pourquoi ? Parce que quand on fait appel à ces réseaux de recruteurs, comme c'est eux qui payent le voyage, il faut bien le rembourser. Et donc, ça va les figer un long instant, même toute leur vie, dans notre région. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant de voir que même dans des espaces aussi ruraux que les nôtres, on voit quand même l'arrivée d'une main-d'œuvre étrangère. Nous allons approfondir la place des femmes et des enfants à la mine. Mais avant que Chloé nous apporte son éclairage, je propose à Erwan de nous faire une lecture d'archives. Témoignage de fille de mineur. Je suis une fille de mineur. Mon père était aussi un pompier de la commune. Je suis né le 29 octobre 1914. Mes parents s'étaient mariés le 23 avril 1908. 2 ans après naissait ma sœur, le 11 mars 1910. Mon grand-père paternel était forgeron à l'atelier de Fonderie. Son fils aîné était aussi forgeron. Il était à la mine de Gros-Ménil quand il est mort des suites d'un accident en 1906. Ses autres 5 fils étaient tous mineurs de fond. La vie était très dure au travail, 10 heures par jour, plus la route à pied. À cette époque-là, les mineurs de fond ne voyaient le jour que le dimanche. Notre mère nous a raconté que notre père partait au travail avec une lanterne à la main qui avait une flamme pas plus grosse qu'un doigt. S'il faisait un peu de vent, ça l'éteignait. Mais avec un briquet au fond de la poche, parce qu'il fumait, il la rallumait. À cette époque-là, chaque mineur se lavait à la main. Je me rappelle, quand j'étais petite, je les voyais passer tout noirs. Dans le visage, on ne voyait que leurs lèvres rouges et le blanc des yeux. C'était bien ce que l'on appelait les gueules noires. Ma mère nous a envoyés à l'école jusqu'au certificat d'études. Nous avons été reçus toutes les 2. Puis nous avons travaillé à notre domicile. Le patron nous a porté le travail. C'était d'abord du crochet d'ameublement, puis de la dentelle milanaise, de la dentelle irlandaise, empiècement de chemise de nuit, chemisier en dentelle, col en dentelle pour mettre sur des robes faites au crochet, avec du fil fin, pull fait en laine fine qu'on appelait de la guipure, écharpe de laine faite au crochet mais en soie, et puis des gants faits en laine, en soie, en fil. Mais avec le travail d'art, il fallait faire une longue journée pour gagner un peu d'argent. L'hiver et l'été, de 7h du matin à 12 et 13h, tant qu'il faisait jour, et la veillée sous la lampe jusqu'à environ 23h. Des mères de famille en faisaient un peu, en plus de leur ménage, pour augmenter leur budget. Pourtant, croyez-moi, elles n'étaient pas sans travail. Ménage, provisions, repas, raccommodage. À cette époque, il fallait en faire et pas qu'un peu. Lessive tout à la main, et presque tous les ouvriers étaient des mineurs. Il y avait aussi des verriers, mais la verrerie a fermé au mois d'août 1930. Il y avait bien quelques maçons, mais comme il ne se construisait pas beaucoup de maisons, c'était des réparations qu'ils effectuaient. Les artisans n'avaient généralement qu'un ouvrier, et c'était bien souvent un jeune à la sortie de l'école, plâtrier ou ferblantier, ce qu'on appellera plus tard plombier-zingueur. Avec le serrurier, l'ouvrier qui avait appris un peu de métier chez lui allait travailler. Ensuite, à l'atelier de Fonderie. Les jeunes, quand ils débutaient au travail, avaient tous 13 ans, 12 ans s'ils avaient leur certificat d'études. Pour les filles, il y avait un atelier de confection pour hommes. Quelques couturières, des lingères, des repasseuses qui prenaient une apprentie. À Brassac-les-Mines, il y avait un atelier de couture où les filles devenaient couturières après leur apprentissage.
Il y avait quelques filles qui allaient à la mine trier les rochers avec les garçons. D'autres à la verrerie, mais peu. D'autres étaient employées comme bonnes dans des familles aisées ou certains commerçants. La place des femmes et des enfants, c'est toujours la question difficile à répondre pour les historiens parce que les femmes et les enfants sont peu présents dans les archives. Donc, c'est toujours difficile de donner un chiffre extrêmement précis et c'est aussi très rare d'avoir des mémoires ou des témoignages de femmes qui ont pu travailler dans la mine. Pourquoi les femmes sont autant absentes dans les archives ? Certes, les compagnies ne trouvent pas forcément d'intérêt à de notifier les différents effectifs, hommes et femmes, mais c'est surtout parce que le travail des femmes est extrêmement mal vu. Au début du 19e, début du 20e, il faut vraiment attendre après la Seconde Guerre mondiale pour qu'on voit un regard très différent sur le travail des femmes. Pour le début du 20e, une femme qui travaille dans la mine ou dans une usine, c'est une femme qui a de très faibles mœurs, qui est une femme qui est dans la déchéance la plus totale, qui est dans une grande pauvreté, et c'est surtout une femme qui délaisse le foyer et qui délaisse les enfants. Donc elle ne coche pas toutes les cases, et ce qui explique en grande partie pourquoi elles sont autant absentes. En tout cas, on le voit à travers le témoignage, il y a quand même des femmes qui travaillent dans les mines. Elles sont convoyeuses, elles peuvent être trieuses. Et les historiens relatent bien que leurs conditions de travail sont quasiment égales à celles des hommes, c'est-à-dire qu'elles vont manipuler des centaines de tonnes de charbon, elles vont être aussi victimes de la même maladie que les mineurs au fond, c'est-à-dire elles vont être atteintes de silicose. Donc ça, c'est quand même important. Après la Première Guerre mondiale, on voit aussi de plus en plus de femmes mineures qui vont travailler dans les mines, mais notamment au sein des bureaux en tant qu'infirmières ou travailleuses sociales pour s'occuper aussi des foyers des mineurs. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et nous, concernant vraiment notre région, les femmes sont notamment largement employées dans le secteur textile, puisqu'il y a 6 ateliers de passementerie à Brassac, il y a Cochonquinette à Brioude, donc on voit comment les femmes peuvent travailler et subvenir à leurs besoins. Mais quand il arrive une catastrophe, quand notamment leur mari tombe dans la mine, meurt dans un accident du travail, qu'adviennent-elles ? Elles reçoivent des compensations qui sont quand même pas forcément suffisantes face au nombre d'enfants qu'elles peuvent avoir, donc elles sont contraintes de travailler doublement pour arriver à subvenir à leurs besoins. Donc on voit qu'elles ont doubles emplois, elles commencent très tôt et finissent très tard, puisqu'elles ont très peu, elles touchent très peu d'argent, très peu d'allocations de veuvage pour subvenir à leurs besoins, donc finalement leur niveau de vie va aussi décliner avec la perte de leur mari. Et on le retrouve même dans les années 50, quand il y a eu le coup de grisou à Frugères, elles n'ont pas obtenu d'allocations suffisantes pour arriver à subvenir à leurs besoins. Donc ce soir, nous sommes à Auzon, et pour ceux qui connaissent l'histoire d'Auzon et de la mine, vous savez très bien que l'on appelait les travailleurs des mineurs paysans. Pourquoi les appelait-on mineurs paysans ? Alors, mineurs paysans, et déjà j'ai envie de dire, c'est pas que spécifique à Auzon, c'est vraiment très spécifique à l'Auvergne. Et, que ce soit dans les mines ou que ce soit dans les usines, sauf chez Michelin est toujours un cas à part, vous avez donc des ouvriers paysans qui donc ont le double emploi, c'est-à-dire que la journée ils travaillent avec les postes, une partie donc à l'usine ou à la mine et la deuxième partie de la journée pour leurs travaux agricoles. Ça pose problème aux compagnies, c'est aussi pour ça qu'ils privilégient la main-d'œuvre étrangère, c'est parce qu'ils ont une autonomie plus importante que la personne qui n'a pas d'exploitation agricole. Et donc, ils peuvent tenir, par exemple, plus longtemps en cas de grève. Donc, c'est pour ça qu'on voit aussi le nombre de ouvriers paysans décliner après l'entre-deux-guerres. Je vais me tourner vers Timothée et évoquer un mot qui fait peur à tous ces mineurs qui sont allés au fond, c'est le grisou. Il est inodore, invisible, mais comment se forme-t-il ? Alors juste avant de parler du grisou, je dirais que beaucoup d'ouvriers Michelin travaillaient dans les vignes. Alors c'est une exception, mais pas tout à fait. Et
50, 60, c'est vraiment cet intitulé dans les statuts des entreprises qui est ouvrier paysan. Et ça, il faut vraiment le dire avec fierté, c'est vraiment spécifique à l'Auvergne. On ne retrouve pas ça dans d'autres régions. C'était l'interlude du vigneron, c'est tout. Et donc pour en revenir au grisou, effectivement, il est incolore, on ne peut pas le voir, il est inodore. Alors comment se forme-t-il ? Alors c'est assez simple finalement, puisqu'on a vu tout à l'heure que le charbon résultait de l'enfouissement de végétaux. Ces végétaux donc, sont constitués de matière ligneuse, donc de matière organique. Et si le charbon est la partie solide de cette matière organique, elle existe également sous forme gazeuse. Elle existe sous forme de plusieurs molécules. On a des oxydes de carbone, donc que ce soit le monoxyde de carbone, CO, le dioxyde de carbone, CO2. Et puis on a le méthane de formule CH4. Et donc, ces gaz sont naturellement présents dans les horizons charbonneux. Ce qui est important, c'est la manière dont ils vont se concentrer, puisque finalement, ce méthane, donc le grisou, le CH4, est présent dans les pores du charbon, mais va être concentré à la faveur des accidents géologiques. C'est-à-dire qu'au moment de la formation des bassins houillers, qui se forment principalement donc, dans ces fameuses chaînes de montagnes, et notamment lorsque ces chaînes de montagnes s'effondrent sous leur propre poids. C'est-à-dire que si on n'a plus de contraintes compressives qui maintiennent les deux continents l'un sur l'autre qui se sont rentrés dedans, la chaîne de montagne peut disparaître en quelques millions d'années et revenir complètement à plat. Et à ce moment-là, on a d'importants mouvements de friction qui se font au niveau de ce qu'on appelle les failles. Et ces mouvements de friction vont permettre la création d'espaces, si vous voulez, au sein même de l'écorce terrestre, dans lequel vont se concentrer les gaz. Et forcément, tant que l'exploitation du charbon reste superficielle, on n'a pas de problème. C'est quand on va commencer à creuser en profondeur qu'on aura des problèmes, puisque ce qui est explosif, ce n'est pas tant le méthane CH4 en lui-même, c'est le mélange entre l'air et le méthane. Donc un mélange qui se fait, on va dire, dans des proportions. On considère en général que ce mélange air-méthane est explosif lorsque l'air contient 6 à 14% de méthane. Donc des conditions bien particulières. On a ce gaz naturellement présent dans la roche, il faut qu'il soit concentré et il faut que le mineur arrive jusqu'à ce gaz pour qu'il y ait explosion. Alors on parle beaucoup de ce grisou qui bien sûr a été très médiatisé, qui était très spectaculaire puisqu'il y a des catastrophes qui ont eu lieu à cause de ce grisou, mais on oublie souvent que la plupart des morts en fait étaient des morts liées aux écroulements, aux éboulements. En 1880, un ingénieur des mines a fait des statistiques sur la question et on considère que parmi tous les morts qu'il y a dans les mines françaises, il y a 42% qui meurent dans des éboulements, des écroulements, 16% qui meurent de chute tout simplement dans des puits et le grisou arrive en 3e position avec 8% de ces morts-là pour l'année 1880. Donc quelque chose qui est bien sûr important, mais qui est d'une certaine manière à relativiser vis-à-vis des autres risques qui sont nombreux et qui existent dans les mines. On oublie souvent les risques d'incendie, typiquement les risques de noyade également. Et bien entendu, le souffle qui suit l'explosion dû au coup de grisou va mettre en suspension de nombreuses poussières, on appelait ça les fameux coups de poussière, et les poussières elles-mêmes qui pouvaient être des poussières charbonneuses pouvaient prendre feu également. Et bien entendu, en plus du charbon, on avait des poussières de silice. Au départ, je parlais de ces fameux grès houillés qui sont ni plus ni moins en fait constitués de grains de quartz. Donc le quartz, c'est de la silice pure, et c'est cette silice, donc dans la poussière des mines, qui sera à l'origine de la terrible silicose, qui est aussi très, très importante en termes de questions de santé vis-à-vis de la mine. Juste petite question improvisée, la silicose, si on peut juste redire ce que c'est comme maladie, est-ce que ça touchait sur le partie du corps ? Alors du coup, ça touche les parties pulmonaires et c'est pas forcément que lié aux mineurs, puisque même les familles qui vivent à proximité des puits, notamment vers le château de Célamine, on a des archives qui montrent que les familles sont fortement impactées et sont atteintes de cette maladie parce qu'ils vivent à proximité et donc respirent aussi les poussières. C'est aussi l'une des maladies les plus mortelles pour les mineurs, en plus des risques qu'ils peuvent rencontrer. Alors si on revient au grisou, même si tu dis effectivement que ça a relativisé, mais c'était effectivement peut-être plus spectaculaire comme phénomène. Comment est-ce que les mineurs ils arrivaient à vivre avec ça ? Ils étaient au courant de ce danger ? Est-ce qu'ils pouvaient repérer ce danger dans le cadre de leur travail ? Chloé ?
Alors du coup, le mot grisou, ça vient du wallon. Donc je trouvais que c'était intéressant de le souligner. Il y a certes les ingénieurs qui travaillent aussi beaucoup sur l'aspect des risques, mais il y a aussi les médecins qui essaient de contrôler et de savoir justement comment répondre à ces coups de grisou. C'est très spectaculaire, surtout après la grande catastrophe de Courrières et de Lens, qui a quand même provoqué plus de 1100 morts. C'est à partir de cette grande catastrophe que les autorités politiques, mais aussi patronales, prennent conscience des difficultés et des risques que peuvent encourir les mineurs et comment ça peut surtout stopper l'exploitation minière. En tout cas, les médecins au début du XXe préconisent 2 méthodes. Si on change juste mon slide, je suis pénible avec mon diapo. Encore. Voilà, donc 2 méthodes. La première méthode, c'est le pénitent, donc c'est une sorte de capuche ou de textile humide que le mineur met sur lui et il a une grande perche avec une bougie au bout de la perche pour voir justement comment réagit la flamme pour essayer de prévenir en cas de risque. On a bien sûr, et ce qui fonctionne le plus et ce qui a duré le plus longtemps dans l'histoire, c'est la lampe Davy, où là aussi, le mineur fait attention à la couleur et à l'aspect de la flamme. Et avant ces 2 méthodes, on préconisait l'utilisation du canari. Quand le canari s'évanouissait, il fallait vite courir, mais ce n'était pas très efficace, donc les médecins préconisaient plutôt ces 2 méthodes. En tout cas, nous, notre région, elle est quand même largement impactée par le grisou, notamment en 1952. Timothée, tu veux rajouter quelque chose sur le grisou ? Alors, justement, on parle de cet accident tragique de 1952. Je me tourne vers Roanne, qui va se diriger vers son pupitre. Donc, un article de France Soir. France Soir, le France Soir du jeudi 22 mai 1952, extrait. Premier récit de la catastrophe minière de Frugères, de notre envoyé spécial Madeleine Franck. Les 12 victimes laissent 36 orphelins. Emprisonnés dans la cage de remontée, 6 hommes ont tenté de se donner la mort en se fracassant le crâne contre les montants d'acier. 3 mineurs se sont sacrifiés pour en sauver 4. 12 cadavres violacés, boursouflés, gardant au-delà de la mort les traces d'une affreuse agonie, sont étendus côte à côte dans une salle de douche désaffectée transformée en chapelle ardente, à quelques centaines de mètres de la mine meurtrière de Frugères. Nouveaux otages de la mine, ces hommes étaient surpris hier à midi, à 620 mètres de fond, par un dégagement de gaz carbonique. 6 d'entre eux ont été terrassés sur place, à la fois emprisonnés par un éboulement et pris à la gorge par la nappe de gaz libérée qui s'engouffrait dans la galerie. 6 autres, au cours d'une scène hallucinante, se sont débattus dans la cage de remontée du puits du parc où ils étaient parvenus à s'engouffrer. La cage se refusait à remonter, l'explosion avait disloqué les conduites d'air comprimé. Alors, de désespoir, dans un dernier sursaut, les 6 hommes se précipitaient comme des forcenés, la tête contre le montant de la benne. De larges entailles au crâne et au visage témoignent de leur ultime révolte. Cependant, 8 de leurs compagnons sont miraculeusement sortis indemnes de la catastrophe. À 12h30, hier, 8 hommes, le visage décomposé par la terreur, donnaient l'alerte. Et ils venaient de remonter, au prix de quels efforts, de l'étage 620, le plus profond de la mine, jusqu'à l'étage 515 par la cage à air comprimé. Cette cage assure la communication entre les 2 galeries séparées par une profondeur de 100 mètres. En bas, s'écrièrent-ils haletant, le gaz, ils sont encore 12. Comment la catastrophe avait-elle éclaté ? Le matin, les équipes du puits du parc du bassin de Gros-Ménil étaient descendues à différents étages d'exploitation. 20 hommes, sous les ordres du chef de poste Borel, gagnaient l'étage 620, le plus profond, pour travailler à un chantier de montage. Un plan incliné de 70 degrés qui devait par la suite relier l'étage 620 à la galerie supérieure. Les 20 mineurs étaient dispersés en différents points de la galerie principale à proximité du plan incliné. Vers 11h, Borel et le chef Nicou
examinant le chantier en montage, avait remarqué qu'à son extrémité, les parois travaillaient. Des blocs se détachaient par instants. Déjà, au cours de la nuit, des éboulements avaient obstrué une partie de la galerie. 2 hommes s'employaient à dégager l'affaissement. Il était midi. Borel eut à peine le temps de remarquer une grande poussée de la paroi qu'une explosion retentissait. Sauf qui peut, les gars, une couche de gaz. Alors, dans la galerie, ce fut une ruée générale. Les hommes, hurlant de terreur, se faufilaient à travers les bennes, cherchant à gagner le puits ou au moins une partie de la galerie aérée par un ventilateur. Quelques instants plus tard, une seconde explosion plus violente encore retentissait. 7 mineurs, parvenus au puits de remontée, s'engouffrent dans la cage. La cage, d'abord, refuse de s'élever. Le mécanisme ne fonctionne plus. Affolés, se voyant déjà prisonniers de la mine, condamnés, les 7 hommes s'acharnent, criant d'angoisse. Enfin, très lentement, la cage s'anime, gagne quelques mètres en hauteur. Pendant ce temps, 4 autres mineurs, Blanquet, Brinmurel, Gauthier, Badon, qui ont vainement tenté de gagner la cage par la voie normale, empruntent un chemin détourné qui les conduit au puits. Une seule chance ici leur est offerte. Tenter de gagner l'étage supérieur en s'agrippant aux parois à l'intérieur du puits. Déjà, la première nappe de gaz parvient jusqu'à eux, leur force décuple. Ils risquent la dangereuse ascension. Alors se produit un incident dramatique. Les 4 hommes seront sauvés grâce au sacrifice de 3 de leurs compagnons. Les 4 grimpeurs, en effet, voient arriver à eux la cage qui remonte péniblement, chargée des 7 mineurs. Lestement, les 4 hommes sautent sur le toit, s'agrippant aux chaînes et aux câbles. Mais chargée de ce poids supplémentaire, la cage s'immobilise, redescend lentement à son point de départ. Pour que quelques-uns soient ramenés au jour, 3 de leurs compagnons doivent se sacrifier, attendre en bas que la benne puisse effectuer un second voyage. Bouche, Ligois, Robert Mallet, un forgeron descendu pour la première fois dans la mine, ignorant qu'il consente à l'ultime sacrifice, sortent de la cage. Les 8 rescapés donnèrent l'alerte, renvoyèrent la cage au fond de la mine. La benne, cette fois, se refuse définitivement à remonter. On devait y retrouver les cadavres de 6 hommes, dont les 3 mineurs qui avaient cédé leur place. J'ai dit, il faut se sauver, laisser le gaz derrière. Et quand je suis arrivé, avant d'arriver au puits, j'ai retrouvé un vieux mineur là, qui remontait avec sa lampe à flamme. Et il me dit, où sont les autres? Je dis, ils n'ont pas pu suivre. Alors il me dit, petit, on est foutu. Je dis, non, Cherdo, il s'appelait, c'était un Italien. J'ai dit, venez Cherdo, oh, c'est pas la peine, on est foutu, petit. La cage à air comprimé qui sert à remonter les hommes est endommagée par l'explosion. Il faudra de longues minutes pour la réparer, et si certains hommes arriveront enfin à atteindre le niveau supérieur, quand l'ascenseur redescendra chercher les autres, il sera trop tard pour eux. L'accident a fait 12 morts, laissé 36 orphelins, une véritable tragédie pour ce petit village. Ma fille aînée, et 3 filles, ma fille aînée qui avait la rougeole, ma femme était couchée avec elle, dans le lit, elle l'a gardée. Elle est descendue à un moment donné pour chercher quelque chose. Elle a dit, mais c'est bien calme, elle sait. Il y avait une Polonaise qui restait juste là, en face, là, qui lui a dit, Janine, vous savez, beaucoup de malheur. Alors, elle lui a expliqué que... Elle a dit, beaucoup de malheur, beaucoup de morts. Alors, ma femme s'est fait du mauvais sang, elle a dit, tiens, il travaille à 620 et tout ça. Alors, elle est descendue, elle a laissé un peu la gosse, toute seule. Elle s'est renseignée. Et juste, j'avais mon Toubi qui m'avait vu là-bas sur le puits aussi, qui remontait, il venait la prévenir. Mais il lui a dit, tu ne fais pas de mauvais sang, je l'ai vu, il va bien. Le jeudi 22 mai, jour de l'Ascension, une foule immense s'est réunie devant les 12 cercueils afin de leur rendre un dernier hommage. Jean Auriol, président de la République de l'époque, a écrit à l'attention des familles de victimes « Je tiens à leur donner l'assurance que dans l'épreuve si cruelle qui les frappe, elles peuvent compter sur la solidarité de la nation. »
L'exploitation de la dernière mine du bassin de Brassac-les-Mines s'est arrêtée le 31 juillet 1978 et c'est en 2004 qu'a définitivement cessé l'exploitation houillère en France. Eh bien, Timothée Lost, Chloé Pastourel, Erwan Leroy-Arnaud, on peut les applaudir, je pense. Merci beaucoup à vous pour ces interventions de grande qualité, je pense qu'on peut le dire. Nadine, je pense que tu as une personne à nous présenter avant la fin. Oui. Alors, nous avons ce soir le privilège de recevoir Monsieur Marion, ancien mineur. On peut dire qu'il connaît la mine à travers son corps et son cœur. Avec l'association La Lumière des mineurs, ils nous ont proposé une exposition pour vous à votre gauche. Si vous souhaitez prolonger cette table ronde, nous vous invitons à rejoindre Monsieur Marion et ses amis qui feront un immense plaisir de répondre à vos questionnements. Merci pour votre présence et bonne continuation pour cette soirée. Voilà, merci beaucoup. Merci. Merci à toi Nadine, merci à Jean Piludu pour donc, votre accueil pour cette deuxième édition. Merci à toi Nadine parce que tu as beaucoup aussi travaillé sur le contenu de cette table ronde. Là, on a des questions qui sont toutes prêtes, voilà, pour les auditeurs, mais c'est tout un travail de construction, de recherche. Et puis je remercie aussi les auditeurs de Radio Haute-Loire qui nous écoutent à l'heure actuelle. Merci à vous. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux questions ou pas ? Est-ce qu'il y a des questions déjà ? Est-ce qu'il y aurait une question dans le public ? Ou est-ce que Chloé et Timothée ont été trop bons et ont trop répondu au sujet ? Pas de questions. De toute façon, après, on peut échanger ensemble. Hein, et donc, il y a Monsieur Marion qui est là avec son stand. Merci à tous. Il y a de la restauration donc derrière vous si vous souhaitez continuer le moment avec nous. Et donc, il y a le spectacle du collectif des Herbes Folles qui commencera dans 3 quarts d'heure, 50 minutes. Voilà, c'est un spectacle, je le rappelle, sur les témoignages des mineurs d'antan par le collectif des Herbes Folles qui se fera derrière nous avec ce décor-là. Voilà. Merci à tous.